Donc, pour mon emplacement, nous précisons que ce webinaire sera enregistré comme les autres. Donc, on vous accueille. Je vais laisser défiler juste rapidement la présentation de manière à rappeler un peu dans quel cadre nous intervenons. Donc, cadre d'intervention, donc la Dragesse représentée par moi-même Bruno Lacôte, Marie-Cécile Doha, chef du pôle sport, et ma collègue Isabelle Gironnet. Nous accueillons sur cette série de 10 webinaires, donc c'est le 6e épisode, ça rentre dans le cadre de la conférence régionale du sport. Et donc à chaque fois, les documents, le contenu sont versés sur le site qu'on vous redonnera tout au long sur le fil de conversation. Et pour rappeler juste le fonctionnement, donc merci de bien couper vos micros. S'il y a des questions, de les poser dans le fil de conversation et selon la durée et le temps d'intervention, nous essaierons d'y répondre en fin de webinaire. Je laisse cela défiler encore un tout petit peu. Voilà, donc en présentation, et puis à deux mots. Et puis je vais laisser la parole à notre intervenante qui va donc pouvoir démarrer la présentation. Et j'entends une sirène de train, mais bon, on va pouvoir démarrer de suite. Nous restons avec vous en tout cas. À vous, Svetlana. Bonjour à tous, Svetlana Georgievski, donc je suis la directrice de l'association régionale Profession Sport et Loisirs Auvergne et je suis adhérente au Cosmos, donc le syndicat employeur de la branche du sport. Donc rapidement un petit mot sur Profession Sport. Excusez-moi, on adhère à la Fédération nationale des associations profession sport. Vous l'avez à l'écran, c'est un réseau qui regroupe 80 associations France et Dom-Tom, et on a la particularité de développer l'emploi, créer de l'emploi partagé, puisque notre réseau travaille en relation avec les prescripteurs qui sont France Travail, etc., sur la question de l'emploi à temps partagé. Donc aujourd'hui, on va traiter effectivement les questions d'emploi, les questions de création d'emplois, etc. Et tout simplement pour vous dire que notre réseau aujourd'hui, c'est 28 000 emplois gérés France entière avec 14 000 structures adhérentes. Ces structures adhérentes sont des associations, des collectivités qui adhèrent à nos groupements d'employeurs et qui permettent de vous accompagner au quotidien, à la fois sur la création, à la fois sur le recrutement, à la fois sur l'embauche et sous toutes les questions de ressources humaines que vous avez au quotidien. Donc, nous avons des conseillers emploi qui vous accompagnent sur toutes vos questions de création d'emplois. Voilà pour le réseau de PSL. Nous, aujourd'hui, on va travailler, on va vous accompagner sur comment positionner le salarié dans ma structure. Donc, vaste question. On a réfléchi sur 4 thématiques. La première, c'est toutes les formalités administratives liées à la création d'emplois. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a tout un processus de formalités administratives à accomplir lorsque on devient employeur. Il y a d'autres formalités obligatoires aussi importantes. On va traiter aussi les questions des droits et des obligations des employeurs qui sont tout aussi importantes quand on embauche des salariés au sein de son association. Et puis, bien évidemment, une fois qu'on a traité les questions de formalités administratives, les formalités obligatoires, eh bien, c'est comment la question de comment on intègre le salarié, comment on tutore, comment on l'accompagne, etc. Voilà un petit peu comment on a détaillé ce webinaire en 4 parties. Alors, comme vous l'a dit Bruno Lacôte, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y reviendra en fin de webinaire. Si vous n'avez pas de questions, si ça a été clair, ce que j'espère, mais n'hésitez pas évidemment à poser toutes les questions. Tous les éléments qu'on va vous présenter, vous allez voir, il y a des liens sur lesquels vous allez tomber sur des sites Internet. Et puis, on vous remettra aussi des documents Word, des documents PDF, etc., qui vous permettront de revenir sur les éléments du webinaire et de pouvoir formaliser votre création d'emploi ou alors tout du moins de vous mettre à jour dans vos formalités administratives au sein de votre association. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelqu'un que tout le monde connaît, hein, bien évidemment, mais dès qu'on devient employeur, la première des formalités à mettre en œuvre, c'est la déclaration au centre des formalités des entreprises qu'on appelle CFE. Donc, je vous ai mis le lien. C'est en lien avec, évidemment, avec l'URSSAF qui permet de déclarer votre association comme étant une association qui devient employeur. Donc, on va vous attribuer un numéro de SIRET à l'URSSAF qui se déclare à l'INSEE. Ça vous permet
avec ce numéro-là, bien, déclarer votre association sur l'URSSAF et de pouvoir gérer pour soit le cabinet comptable, soit la structure qui gère la partie administrative. On a des cabinets comptables, bien évidemment, mais on a aussi des structures sur les territoires qui gèrent ce qu'on appelle impact emploi et qui peuvent vous accompagner sur toutes ces formalités administratives. Donc là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous donnera le relais sur les territoires de toutes ces structures impact emploi qui gèrent la partie administrative du social pour vous aider à y voir plus clair. La déclaration préalable à l'embauche, ça aussi, hein, c'est un préalable qui est tout aussi important que la déclaration à l'URSSAF. On a 8 jours précédant la date d'embauche pour déclarer le salarié dans ses effectifs. Donc, que ça soit pour une première embauche, pour une demande d'immatriculation du salarié au régime général, hein, ce qu'on appelle le régime général de la sécurité sociale. On va bien entendu faire une demande d'affiliation au régime d'assurance chômage. On va adhérer, c'est aussi très important, on va adhérer au service de santé au travail de son département. Donc, vous avez des SSTI qui sont sur tous vos territoires et votre siège social doit adhérer à ce service de santé et de médecine au travail. Vous devez aussi déclarer son embauche pour pouvoir l'envoyer à la visite médicale, qui est obligatoire à la visite d'embauche. Et puis, ça va vous permettre de déclarer la future DADS, la DSN. Voilà, donc vous avez le premier lien qui vous permet de retrouver tous les éléments de la DPAE concernant l'embauche de votre salarié. Et puis, à partir de ce formulaire, l'URSSAF réalise les formalités auprès des autres organismes. Alors bon, c'est Pôle emploi, mais en fait, ce n'est pas Pôle emploi, c'est France Travail. C'est une petite coquille, tellement l'habitude de parler de Pôle emploi voilà, que je n'ai pas fait la modification. Pour l'affiliation au régime d'assurance, tout ce qui est CRAM, pour les taux d'accident du travail. Alors là, c'est aussi important en fonction de notre branche professionnelle, en fonction des risques d'accident du travail, eh bien, on a des taux d'accident du travail qui sont mis par la CRAM. Donc, vous pouvez aussi reprendre la liste de tous les accidents du travail liés à la branche et liés au poste sur lequel vous allez mettre à disposition le salarié dans votre association et ça vous permettra de connaître le taux d'accident du travail à remettre au cabinet d'avocat ou à remettre à la structure qui va élaborer pour vous la fiche de paye. Bien entendu, vous allez adhérer à la médecine du travail, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et un examen d'embauche sera fait dans le premier mois de l'embauche du salarié durant la période d'essai pour valider son embauche et l'intégration au sein de votre association. Pour prendre contact avec la caisse de retraite complémentaire, puisque vous savez aussi que vous avez l'obligation de souscrire à un régime d'affiliation obligatoire de la caisse de retraite et chaque branche professionnelle doit souscrire à une caisse de retraite complémentaire. En l'occurrence, je vous ai mis le lien, donc Agir Carco, qui va vous permettre de souscrire au régime d'affiliation. Et puis, vous avez aussi, bien entendu, à prendre contact avec une mutuelle et une prévoyance obligatoire selon la convention collective ou l'accord de branche. Alors, dans ce qui nous concerne, on est sur la convention collective du sport et on a voilà, une obligation d'adhérer à la fois à la mutuelle et à la fois à la prévoyance. Vous avez des listes de mutuelles, hein, des mutuelles de l'économie sociale et solidaire. Alors, j'en citerai une, mais parce que je suis déléguée de sociétaire à la Massif, donc je citerai la Massif, mais il n'y a pas que la Massif hein, de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez prendre la tâche de toutes les mutuelles que vous connaissez et qui vous accompagneront sur la mise en place de la mutuelle pour votre salarié. Ça se passe dans le cadre de la loi ANI, hein, mis en place il y a déjà quelques années maintenant. Et puis, vous avez aussi à prendre contact avec votre opérateur de compétences, votre OPCO, donc opérateur de compétences dans la convention collective du sport dans notre branche professionnelle, c'est l'AFDAS. Voilà, donc cet opérateur de compétences doit aussi affilier votre association pour pouvoir
demain prendre en charge votre plan de développement de compétences, que ça soit sur de la formation professionnelle continue, que ça soit si vous faites du contrat d'apprentissage, du contrat de professionnalisation, etc., etc. C'est un opérateur de compétences obligatoires. Donc, vous avez un certain nombre d'obligations à souscrire quand vous devenez employeur. Vous avez aussi à vous assurer que votre activité, si vous vendez de la prestation de service, n'est pas soumise aux impôts commerciaux. Donc là, vous avez aussi la possibilité d'intégrer votre association sur le compte impôts.gouv. Et puis, vous avez plusieurs règles. La règle des 4 P. Alors, l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est pas parler des impôts commerciaux. Ça fera l'objet pourquoi pas d'un webinaire prochain, mais en tous les cas, vous pouvez, quand vous avez une petite interrogation sur votre activité, sur voilà, cette notion un petit peu d'impôts commerciaux, eh bien, de prendre la tâche avec le service des impôts et puis de travailler sur un rescrit fiscal qui permettra de vérifier si votre association n'est pas soumise aux impôts commerciaux. Si elle n'est pas soumise aux impôts commerciaux, en fonction de la masse salariale de vos salariés, vous aurez à payer la taxe sur les salaires. Cette taxe sur les salaires, elle vous exore en fonction du nombre de salariés d'un certain volume de paiement de taxes. Et vous allez voir, je vous ai mis aussi un lien qui vous permettra d'avoir l'explication complète de la taxe sur les salaires et du paiement de taxe sur les salaires. C'est pour ça il est assez important de vous faire accompagner, soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, soit par un cabinet comptable, soit par la structure Impact Emploi qui vous permettront en tous les cas de vous aider à la fois sur l'aspect impôts commerciaux et à la fois sur le paiement de la taxe sur les salaires et sur l'exonération possible. Je vous ai dit tout à l'heure de faire passer la visite du médecin. Voilà, il y a des examens d'aptitude en cas de poste à risque qui peuvent aussi être mis en place dans le cadre des obligations obligatoires. Voilà sur la partie vraiment obligatoire. On a aussi d'autres formalités obligatoires qu'il faut que vous connaissiez et qui sont tout aussi importantes. Alors la première, même si on avait l'obligation jusqu'à il y a quelques années, on n'a plus l'obligation de tenir un registre unique du personnel. Mais malgré tout, pour les associations qui ont un certain nombre de salariés, en fonction des entrées, des sorties, des visites médicales, des remplacements, enfin, vous imaginez un petit peu l'ampleur de la tâche pour les assistantes ressources humaines. Alors, pour les petites associations, celles qui sont des micro-employeurs, celles qui commencent comme vous à recruter le premier salarié, voilà, vous n'aurez pas l'obligation du registre unique de personnel. Vous pouvez tenir essentiellement le dossier du salarié dans un dossier avec le contrat, avec la fiche de la médecine du travail, avec l'ensemble des associations, des affiliations, comme je viens de vous le présenter. Ça, c'est vraiment un élément incontournable qui vous permettra en cas de contrôle, que ce soit de la direction du travail ou de l'URSSAF ou peu importe qui ou quoi ou que sais-je, ça vous permettra d'avoir l'ensemble des éléments de toutes les formalités administratives que vous avez mis en place. Et puis, vous aurez à établir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler dans le cadre de la Covid, évidemment, avec tout ce qu'on a connu. Le document unique des risques, vous verrez, lorsque vous en serez à la rédaction et à l'intégration du salarié, on vous a mis 2 modèles de documents uniques des risques qui vous permettra de définir à la fois l'activité qu'encadre le salarié et auquel on peut avoir un risque. Je vous donne un exemple concret, un salarié qui se déplace beaucoup avec sa voiture, eh bien, a des risques professionnels liés au risque de la route, voilà, avec tout ce que ça comporte. Donc, on peut aussi mettre en place, par exemple, un plan de prévention lié au risque routier. Voilà,
tout ce que touche en tous les cas, les différents risques, on va le retrouver dans ce document unique, d'évaluation des risques professionnels et en annexe de ce document unique, eh bien, on peut mettre en place un plan de prévention qui permet, en tous les cas, d'améliorer la santé et la prévention, au travail. C'est ce qu'on évoquera aussi lors d'un prochain webinaire, ce qu'on appelle ni plus ni moins la qualité de vie, au travail. Ça fait partie, du document d'évaluation, des risques professionnels. Donc tout ça, vous allez le retrouver dans les documents joints, que Bruno Lacotte, mettra en ligne, évidemment. Je vous ai, vous verrez, enfin, je ne sais pas si c'est très, très clair à l'écran, mais en tous les cas, on peut aussi faire un diagnostic des risques en lien avec sa médecine du travail et ça, c'est intéressant. Il y a un site internet dédié à ça. Je vous ai mis aussi, le lien en ligne qui vous permet, à travers une page, d'identification, de faire le diagnostic de son association. Vous pouvez aussi, ça c'est, tout aussi intéressant, faire venir le médecin du travail au sein de votre association pour remplir ce qu'on appelle la fiche d'entreprise. Votre fiche d'entreprise va permettre, avec le médecin du travail, eh bien, d'élaborer ensemble les risques liés à l'activité, à votre activité, et qui permettrait ensemble, à travers ce diagnostic, eh bien, d'élaborer le document unique des risques. Donc, n'hésitez pas à prendre la tâche de votre service de santé au travail sur votre département. Il en existe un par bassin d'emploi. Moi, je suis basée sur l'Allier. On est à Moulins. On a une santé de travail à Moulins. On en a une à Vichy. On en a une à Montluçon. Donc, n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail et un médecin pourra venir travailler avec vous sur ce document unique des risques à travers ce petit document de diagnostic. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est à votre disposition. Donc, ça, c'est aussi deux documents que vous retrouverez en ligne, donc l'aide à l'élaboration du document. Et puis, c'était un modèle qu'on avait élaboré avec notre médecin du travail sur l'Allier dans le cadre de la Covid, donc avec voilà, des actions de prévention autour des risques de contamination. Enfin, bon, j'espère que la Covid est derrière nous, mais en tous les cas, voilà, c'est des documents qui permettent malgré tout d'avoir des références et d'être des documents d'aide à la formalisation de vos documents. Et puis, quelque chose qui est aussi obligatoire, alors on est sur un webinaire en partenariat avec la Dragès, donc qui dit Dragès dit carte professionnelle, affichage obligatoire de diplôme, etc., puisqu'on est dans une activité très réglementée. Donc, dans l'affichage obligatoire, il y a évidemment les diplômes que l'on doit retrouver dans vos organisations, mais pas que. Donc, vous allez voir, je vous ai mis l'intégralité de tous les affichages obligatoires que vous devez avoir dans vos organisations. Alors, ça passe par l'interdiction de fumer, par le règlement intérieur, par le départ en congé, les discriminations hommes-femmes, etc., etc., le harcèlement aussi au travail. Enfin bon, on a une multitude comme ça d'affichages obligatoires que vous allez pouvoir retrouver dans un modèle papier et sur le site de Jury Travail avec même chose, des petites affichettes, vous allez voir sur l'interdiction de fumer, l'interdiction de vapoter et tous les textes réglementaires, qu'ils soient de discrimination, etc. Tout ça, vous l'aurez aussi, donc ça vous permettra de mettre en place votre affichage obligatoire. Et puis, on a beaucoup parlé de RGPD. Alors, même chose, hein, on n'est pas là pour vous faire un webinaire spécifique RGPD, mais on a aussi à prendre des précautions quand on est dans une association et qu'on gère des adhérents, de veiller à bien garder toutes les données concernant les adhérents parce on peut aussi avoir des fuites de listing d'adhérents, etc., avec des données plus ou moins personnelles. Donc, vous aurez aussi à veiller à mettre sous clé quand on a des dossiers concernant les salariés, quand on a les fiches de paye, quand on a de listing d'adhérents, etc. Donc, tout ça, c'est des notions qui sont importantes. Et vous avez
le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui est une structure qui peut vous accompagner aussi dans le cadre de la mise en place de votre RGPD au sein de votre association. Il y a aussi des formations qui sont dédiées très spécifiquement à la RGPD et qui vous accompagnent à définir le référent RGPD au sein de votre association, qui vous permet de définir les modalités de mise en place avec les documents à garder, combien de temps les garder, etc. Comment conserver toutes ces données. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre la tâche du dispositif local d'accompagnement et des formations qui sont dédiées à la RGPD. Voilà sur la partie, 1re partie, formalités administratives obligatoires, 2e partie, les autres formalités administratives et donc là, vous êtes, prêt à accueillir, votre salarié, au sein de votre association. Donc, vous devenez employeur et quand on devient employeur et bien, on a des droits et des obligations. Alors on a les salariés ont aussi les mêmes droits et obligations. On aurait pu aussi faire un focus sur les droits et les obligations des salariés. Là, on a préféré faire un focus très spécifiquement, pardon, droits et obligations des employeurs. Donc, vous devez, quand vous accueillez un salarié, eh bien, lui fournir du travail et les moyens nécessaires à travailler. Ça a l'air assez cocasse comme ça, mais c'est quelque chose qui est obligatoire. Vous signez un contrat, donc vous fournissez au salarié tout le travail qui correspond à son contrat de travail, qui correspond à sa qualification, et vous devez fournir tous les moyens nécessaires à la réalisation de son travail. Alors, quand on parle de moyens nécessaires, on peut aussi parler de moyens, tout ce qui est locaux, l'ordinateur, le téléphone, s'il y a besoin d'un véhicule, etc. Et puis, vous devez aussi lui payer un salaire. Alors, même chose, heu, vous allez me dire: «Mais oui, c'est obligatoire». Mais oui, c'est obligatoire, mais vous devez définir aussi la date de paiement du salaire pour que, le salarié doit aussi s'organiser en cas de paiement de charges et cetera, de crédit et autres. Il doit avoir son salaire toujours, à la même date. Donc c'est le 30, c'est le 25, c'est le 5, du mois suivant et cetera. Tout ça, vous devez aussi le définir, avec, le salarié. Vous devez, en cas de modification du contrat de travail, faire un avenant à ce contrat de travail, lui faire signer l'avenant, du contrat de travail, mais uniquement par accord mutuel entre le salarié et l'employeur. Ça fait partie aussi des obligations que vous avez. Toute modification doit être faite, dans le cadre, d'un avenant. Et puis, dans vos obligations, vous aurez aussi, enfin 2 obligations en matière, de formation professionnelle. Donc, l'adaptation au poste de travail, le maintien dans l'emploi des salariés, il peut chercher à, faire des formations visant à développer ses compétences et visant, à faire évoluer ses compétences pour, augmenter, ses compétences dans le cadre d'une nouvelle mission, dans le cadre d'une nouvelle tâche et cetera et cetera. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan de développement des compétences, qui est une compétence obligatoire dans le cadre de vous, employeur. Je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous que vous devez adhérer à un OPCO de branche qui est l'AFDAS, hein, dans le cadre de la convention collective. Eh bien, si un salarié doit faire évoluer ses compétences, eh bien, vous êtes tenu, dans le cadre des entretiens professionnels, eh bien, de faire le point sur ses compétences et sur ce développement de compétences. Et puis, vous avez l'obligation, de formation générale à la sécurité. Vous pouvez, par exemple, très bien, lui faire passer le PSC1 ou la santé, du travail, mais vous avez surtout l'obligation de mettre en œuvre toute la sécurité au travail puisque ça, c'est votre obligation en tant qu'employeur. Il doit se sentir en sécurité lorsqu'il vient travailler. Donc un bureau, une bonne organisation, pour que, sa qualité de vie au travail soit optimale et qui travaillent dans les meilleures conditions possibles. Vous avez aussi, bien entendu, mais ça c'est quelque chose qui est obligatoire, hein, le respect des dispositifs, ce qu'on appelle les dispositions légales et réglementaires. Et ces dispositions légales et réglementaires, elles, régissent toutes vos relations de travail. Elles concernent, évidemment notamment, voilà, le salaire que vous allez donner aux salariés. Alors, il est lié aux tâches, aux compétences et donc vous allez lui garantir un salaire minimum conventionnel en lien avec la convention collective, mais vous allez surtout lui garantir une rémunération en fonction des tâches, des compétences et de la fiche de poste que vous allez déterminer avec lui, qui va, permettre,
de valider le groupe sur lequel vous allez affecter le salarié. Puis vous allez ensemble déterminer la durée de travail, le repos hebdomadaire, ses congés, les conditions d'hygiène et sécurité, comme je vous le disais préalablement, avec toujours en lien avec le document unique des risques. Vous pouvez lui faire passer une formation de sécurité au travail. Tout ça, c'est des choses auxquelles le salarié a droit, évidemment. Vous allez lui verser son salaire, vous allez payer vos charges sociales, vous allez déclarer vos données sociales. Et puis, vous pouvez, bien entendu, il a toute liberté syndicale de s'affilier à un syndicat, quel qu'il soit, hein. Ça, c'est la liberté du salarié. Et donc, vous avez des institutions représentatives du personnel et vous pouvez le laisser aussi vaquer à des occupations syndicales s'il le souhaite. Vous pouvez proposer un plan de formation aux salariés, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque vous cotisez à un OPCO de branche. Ces dispositions, d'ordre plus général relatives à la non-discrimination, à la protection des droits des personnes et des libertés individuelles doivent être également respectées. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, dans le cadre de l'affichage obligatoire, dans le cadre de la protection des données. Tout ça, ça fait partie aussi des choses que vous devez mettre en place avec votre salarié. Donc, dans le cadre de l'affichage, mais pas que, dans le cadre aussi de vos actions de protection des données personnelles liées aux salariés, évidemment. Et puis, vous devez, bien entendu, respecter les dispositions conventionnelles. Donc, toute association qui recrute un salarié dépend d'une convention collective. Je vous le dis tout à l'heure, hein, dans le sport, on dépend de la convention collective du sport. Ça peut être des accords de branche, etc. Mais en tous les cas, dans le cadre de notre secteur d'activité, il y a des règles de convention collective et vous aurez aussi le lien avec la convention collective du sport. Puis vous disposez, bien entendu, du pouvoir disciplinaire. Vous pouvez sanctionner le salarié pour son comportement fautif. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui vous sont conférées. Ça fait partie de vos obligations. Dans tous les cas, la sanction décidée par l'employeur, par contre, doit être toujours justifiée et fondée sur des éléments objectifs sous peine d'être annulée. Hein. Donc, tout ça, c'est en cas de prud'homme, hein, évidemment. Vous pouvez bien sûr, vous faire accompagner par votre cabinet d'avocat ou votre cabinet comptable, si vous n'avez pas de cabinet d'avocat. Les fédérations dans lesquelles vous êtes très souvent ont des juristes, ont des cabinets d'avocats, ou votre syndicat employeur, le Cosmos, peut aussi vous accompagner, puisque il y a un juriste au sein du Cosmos qui peut vous accompagner sur toutes ces questions liées au pouvoir disciplinaire. Donc, dans tous les cas, l'employeur qui envisage de sanctionner le salarié doit respecter évidemment une procédure prévue par la loi destinée à protéger le salarié. Donc, vous savez qu'il y a le Cosmos, mais voilà, vous savez aussi que vous pouvez faire appel aux structures, comme je le disais tout à l'heure, qui sont à votre disposition. Un règlement intérieur peut aussi être mis en place. Alors, vous le savez, hein, je pense que tout le monde sait ça. Le règlement intérieur, il est obligatoire pour les entreprises d'au moins 20 salariés. En deçà, il est facultatif. Euh, Moi, je vous invite à le remplir, voilà, à le faire, à le rédiger avec votre conseil d'administration, voire à intégrer le salarié dans la réflexion de ce règlement intérieur. Ça permet aussi de définir voilà, toutes les conditions d'organisation de votre association. Ça permet aussi de rappeler l'ensemble des sanctions, des sanctions pardon, en cas de faute, etc., etc. Et ça permet au moins, comme cela, aux salariés eh bien voilà, de l'avoir travaillé, d'avoir lu et de l'avoir signé. Donc, même s'il n'est pas obligatoire en deçà de 20 salariés, je vous invite quand même à le formaliser, à le mettre en place et à l'afficher. Comme ça, au moins, c'est un document que vous pourrez retrouver dans le contrat de travail du salarié, mais à la fois dans l'affichage obligatoire. Donc, n'hésitez pas aussi à reprendre le modèle et à retravailler ce modèle de règlement intérieur pour votre salarié. Voilà sur la partie, vous avez vu un peu compieux, hein, sur la partie formalité obligatoire et sur la partie droits et obligations des employeurs. Je fais une pause, Bruno.
Avant de parler de l'intégration, est-ce que il y a des questions? Est-ce que Alors, j'ai quelques questions de Svetlana. Je vais laisser Isabelle ou allez, Marie-Cécile te les lire s'il y a besoin, sinon je le ferai. Alors, je vais commencer. Alors, je les prends dans l'ordre, hein, tout allez, bonnement. je fais une pause et après on parlera de Alors, l'intégration. il y avait une question pour savoir si, lorsqu'on tu parles de la taxe sur les salaires, est-ce que c'est la même chose ou en fait, est-ce que ça correspond à la taxe d'apprentissage? Non, c'est deux choses complètement différentes. La taxe sur les salaires, elle est versée aux impôts. C'est une taxe qui est calculée en fonction de la masse salariale. Donc, plus la masse salariale est importante, il y a trois taxes, trois taux de taxes différentes. Donc là, on est vraiment sur des associations qui ont plus de 11 salariés. Et l'avantage, c'est qu'on a une exonération de taxes sur les salaires de 22 000 euros. Donc, vous voyez, quand on atteint 22 000 euros de taxes sur les salaires, c'est qu'on a une masse salariale assez importante. Mais c'est vraiment deux choses différentes. La taxe d'apprentissage se paye auprès de l'OPCO sur les contributions obligatoires de l'OPCO auprès de l'AFDAS, alors que la taxe sur les salaires se paye aux impôts sur le site que je vous ai mis en ligne tout à l'heure. Merci Svetlana. Autre question. Donc, si l'association exerce dans un lieu public, en Oui. gros, est-ce que l'affichage s'applique aussi, l'obligation d'affichage? Doit-on aussi afficher les références sur le règlement d'établissement, etc., etc. Alors ça, c'est une question qui revient systématiquement quand on est dans un gymnase qui est occupé par 50 associations. Mm. Évidemment que c'est compliqué d'avoir l'affichage obligatoire. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le salarié, lui, ait sa carte professionnelle sur lui. Enfin, je pense que là, Marie-Cécile, tu me confirmes aussi. Oui, alors il y a des obligations d'affichage. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on a notamment, par exemple, la préfecture de l'Isère qui a bien Oui, récapitulé quelques obligations. À partir du moment où vous êtes effectivement une association, vous êtes ce qu'on appelle un établissement d'activité c'est ça. physique et sportive et vous êtes soumis Eh à oui, des règles d'affichage, effectivement, carte pro, assurance, responsabilité civile, c'est ça. etc. Je vais vous mettre le lien, mais Ouais. normalement, oui. Donc, Eh oui. effectivement, après, l'équipement public n'a pas forcément la place de placarder tout. Si vous avez 50 créneaux et qui met à C'est ça. disposition de beaucoup d'associations, effectivement, donc comme le dit Svetlana, au mieux, sinon, c'est que la personne l'ait et au moins la carte pro à disposition, hein. Mm. Voilà, donc, et puis en cas de contrôle ou en cas de, voilà, de visite des services de l'État, eh bien, il faut que vous ayez quand même voilà, le diplôme, la carte professionnelle, l'assurance, être sûr que vous avez tous les éléments. Mais Marie-Cécile vous met le lien et comme ça vous permettra de retracer les documents obligatoires de l'affichage. Par contre, dans vos associations, dans votre siège social, ça, par contre, voilà, vous n'y échapperez pas. Alors, la question suivante, elle revenait aussi sur l'affichage, c'était concernant les attestations d'entrée en formation. Alors, les attestations d'entrée en formation, ce n'est pas de l'affichage obligatoire. Par contre, effectivement, l'attestation d'entrée en formation, il faut le remettre au salarié, il faut l'avoir en copie dans le contrat, dans le dossier du salarié, mais vous n'avez pas besoin de l'afficher en tant que tel. Ça ne fait pas partie d'un document d'affichage obligatoire. OK. Et la dernière question qu'on a eue sur ce premier temps d'intervention concernait la DADS. Est-ce qu'elle existe toujours pour les associations? Et est-ce que les déclarations effectuées mensuellement via leur compte URSSAF CEA sont suffisantes? La Oui, DSN mensuelle. oui, alors la DSN mensuelle, elle se fait, quand vous êtes au chèque emploi associatif, elle se fait systématiquement en ligne, hein, puisque vous rentrez vos données, la durée du travail, tout se calcule automatiquement. Donc, c'est le CEA, c'est le site de l'URSSAF qui gère vos DSN. Quand vous passez par un cabinet comptable, c'est le cabinet comptable qui gère ça, bien entendu. Et quand vous passez par Impact Emploi aussi, donc vous n'avez plus à faire vos DSN, hein. C'est vraiment les structures qui gèrent. On n'est plus sur la fiche de paye Excel à l'époque où on allait se connecter sur le site, etc. Là, on n'en est plus là. C'est vraiment en lien avec l'URSSAF que les DSN se font systématiquement et en ligne. Merci, Svetlana. On va pouvoir donc repartir sur la Très deuxième bien, partie. très bien. Plus d'autres questions? On va les reprendre au fur et à mesure. On va te laisser Allez, ça redémarrer la marche. deuxième partie, puis reprendre au fur et à mesure. Merci. Ça marche.
Je vais vous parler donc de l'intégration et du tutorat du salarié lorsque il intègre l'association. Alors tout à l'heure, je vous ai évoqué les droits et les obligations des employeurs lorsque vous accueillez un salarié dans votre organisation. Eh bien, installer le salarié dans ses fonctions avant son arrivée, c'est aussi lui préparer les conditions matérielles pour qu'il travaille dans les meilleures conditions, donc bureau, matériel, outils, logiciels, etc. C'est préparer les conditions administratives, donc bien lui préparer son contrat de travail, les supports de présentation d'accueil, déterminer la personne chargée de l'accueil et de l'accompagnement à sa prise de poste, évaluer le temps accordé pour chacun des membres pour l'aider à découvrir son environnement de travail et préparer une formation si nécessaire. Alors, je reviens au moins sur la partie préparer les conditions administratives à sa prise de fonction. Vous avez ce qu'on appelle les livrets d'accueil. Les livrets d'accueil sont assez intéressants à remettre aux salariés. Alors, je ne sais pas, Bruno, si j'ai mis un lien sur le livret d'accueil, je ne crois pas. C'est peut-être Il me quelque chose il me que… semble pas, donc on le remettra effectivement si Alors, tu veux. je le Ouais. rajouterai. Tu vois, c'est en reprenant le webinaire que je me rends compte Ah voilà, qu'on a oublié un document. Le livret d'accueil, il est intéressant parce qu'il retrace vraiment la vie de votre association, le projet associatif, qui est le président, un espèce d'organigramme, etc., qui permet en tous les cas de retracer la vie de votre association et qui permet en tous les cas de bien, pour le salarié, de bien comprendre comment il sera accueilli au sein de votre organisation. Et puis, de prévoir aussi une formation nécessaire à sa prise de poste. Elle peut se passer soit en amont de sa prise de poste. Ouh là, j'entends quelqu'un qui prépare sa cuisine. C'est vrai qu'il est l'heure. Alors, je ne sais pas. Soit on peut mettre en place une formation avant sa prise de poste, soit pendant sa prise de poste. Et ça, c'est aussi intéressant de travailler avec France Travail sur la formation nécessaire avant la prise de poste. Il y a des dispositifs qui sont intéressants. On parle de la FPR, la POI, la POC. Alors, c'est des mots barbares comme ça, hein. Vous verrez, je vous transférerai les liens. Mais vous pouvez, par contre, mettre en place de la formation avant la prise de poste des salariés, qui permet de préparer le salarié avant son arrivée, avant sa prise de poste, et de le former, s'il ne l'est pas complètement, aux fonctions qu'il va encadrer durant son contrat de travail. Donc, n'hésitez pas aussi à reprendre ces 3 dispositifs que je vous intégrerai, qui sont importants à la prise de poste. Et puis, on va installer le salarié dans ses fonctions, cette fois-ci à son arrivée. Donc, on va lui remettre un guide du salarié et le projet associatif. Alors, le projet associatif, normalement, toutes les associations ont rédigé leur projet associatif. Donc, on va prendre un temps de lecture avec le salarié qui permet, alors souvent on ne le fait pas parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on ne le formalise pas, etc. Mais il est très important au moment où on accueille le salarié, eh bien, de déléguer un temps à la visite de l'association, à la présentation des différents membres, à la lecture de sa fiche de poste et puis à détailler aussi le contenu de sa fiche de poste. Et tout ça, fait le lien avec le projet associatif parce que dans le projet associatif, eh bien, on va reprendre les actions, etc. Et ça permettra de dire, ben voilà, ce membre est responsable de cette action. Ce projet, il est piloté dans le cadre de telle commission. Cette commission, elle est organisée avec tel et tel membre. Toi, tu auras dans ta fiche de poste, à organiser une des missions de cette commission qui est en lien avec l'action qui est validée dans le projet associatif. Ça permet vraiment de prendre du temps, de lire ces documents, d'analyser si vraiment le salarié a compris ce qu'il va faire, etc. Et surtout, ça permet ensuite d'aller présenter son lieu de travail, d'aller présenter ses équipements. S'il y a des procédures qui sont écrites dans le cadre des commissions, voilà, c'est de savoir est-ce que le salarié y participe, de quelle manière, avec qui est son référent, etc. Et ça permet parfois bien, de dédiaboliser des situations où on n'a pas compris, on ne savait pas qui gérait quoi, qui était sur telle tâche, voilà. Là, on prend un temps. Et ça permet aussi de préciser les degrés d'autonomie au sein du poste, tout aussi important, c'est-à-dire
à quel moment je suis autonome, à quel moment je suis responsable. Ça permet aussi de reprendre dans la fiche de poste l'attribution du groupe, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des obligations des employeurs de définir le groupe en fonction des tâches et des missions et des compétences. Eh bien, ça permet aussi de présenter les liens hiérarchiques, collaboratifs au sein de votre organisation. Donc, n'hésitez pas à mettre un organigramme à la disposition du salarié. S'il n'existe pas, je vous ai mis un lien hypertexte qui vous permet de préparer un organigramme assez facile. Et puis surtout, ça permet, avec le salarié, eh bien, à sa prise de poste, à son arrivée, de lui présenter vos attentes. Vos attentes, voilà, vos attentes, vos objectifs, ce que vous attendez de lui, ce que vous attendez sur telle et telle activité. Ça peut permettre aussi de ne pas se tromper dans la direction que vous faites, dans votre plan d'action commun, dans les tâches que vous allez lui confier. Puis ça permet surtout de lui rappeler les règles de fonctionnement. Je vous ai parlé tout à l'heure du règlement intérieur. C'est peut-être aussi le moment de relire avec lui le règlement intérieur ou au moins de l'écrire avec lui à son arrivée. Si c'est le premier salarié, eh bien on prend le temps. On prend le temps de formaliser un règlement intérieur. On va déterminer ensemble, voilà, sa tenue. Je ne veux pas que tu arrives en jean, chaussures, alors que tu es un éducateur sportif. Ça peut peut-être vous faire rire, mais on en a encore qui aujourd'hui arrivent en jean, qui ne sont pas en tenue adéquate pour travailler, avec le téléphone à la main, en retard, etc., etc. Eh bien, là, on ne veut pas de ces attitudes-là. C'est formalisé dans un règlement intérieur. Eh ça permet aussi derrière, quand il y a une problématique, eh bien, de pouvoir, vous vous souvenez, je vous ai parlé du pouvoir disciplinaire tout à l'heure, eh bien, ça permet de rappeler que je ne suis pas d'accord avec cette tenue, je ne suis pas d'accord avec cet horaire où tu n'as pas respecté. Ça permet aussi de reprendre ça. Ça permet aussi dans les attentes et dans les règles à respecter, de définir les frais, comment on rembourse ces frais, à quelle hauteur. Par exemple, je pars en déplacement le week-end, j'accompagne une équipe, je vais au restaurant avec l'équipe, jusqu'à combien je peux dépenser au restaurant? Quel est le montant maximal de la chambre d'hôtel le samedi soir, etc., etc. Eh bien, tout ça, ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais c'est des choses qu'il faut prévoir, qu'il faut envisager. Le montant maximum du restaurant, il est de temps. Le montant maximum de la prise de chambre, il est de temps. Les frais sont remboursés à tel moment, etc., etc. La prise de congé, même chose. Il y a toujours des conflits sur les prises de congé, etc., etc. Plus c'est prévu tôt, plus c'est anticipé, plus c'est négocié en amont avec le salarié. C'est pour ça que je le dis systématiquement à l'arrivée du salarié, n'hésitez pas à prendre le temps de dire, voilà, l'association, elle ferme à tel moment, ou si elle ne ferme pas, j'aimerais que tu prennes tes congés là parce qu'on est sur une période haute ou une période basse, etc. Ça permet aussi d'anticiper et surtout, si le salarié est en congé, de voir comment j'organise le temps où le salarié est en congé. Est-ce que c'est un bénévole qui prend le relais? Est-ce que c'est l'association qui est fermée? Est-ce qu'on stoppe tout à ce moment-là, etc., etc. Et puis, ça permet surtout de prévoir de lui confier quelques tâches précises à court et à court terme pour faciliter l'intégration de son salarié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur les tâches à court terme, mais ça permet aussi, dans l'évolution du projet associatif, dans ce qu'on attend du salarié, dans les objectifs qu'on lui fixe, de dire aujourd'hui, on t'attribue cette fiche de poste, tu es sur ce niveau de responsabilité, sur ce niveau d'autonomie, mais ça ne veut pas dire que dans 1 an, dans 2 ans, en fonction de l'évolution de ce que tu vas mettre en œuvre, en fonction de l'évolution de l'association, en fonction de ce que l'on va faire ensemble, eh bien, de faire changer de catégorie, de te donner plus de responsabilités, en fonction de la formation que tu vas mettre en œuvre, en fonction de la qualification que tu vas obtenir, si toutefois ça se solde par une qualification, eh bien, de ne pas hésiter à lui donner aussi des objectifs d'évolution de poste, d'évolution de carrière. Et tout ça, ça s'appelle finalement le plan de carrière. Alors, on n'en parle pas à son arrivée, évidemment, mais ça permet aussi dans la définition de l'objectif de dire, voilà, aujourd'hui, on est sur du court terme. À moyen terme, voilà ce qu'on aimerait mettre en œuvre dans le cadre du projet associatif. Et à long terme,
on évalue tout ce que l'on a mis en place sur la première année, sur la deuxième année, et ça permet aussi aux salariés d'avoir une forme de motivation et de continuer de travailler de façon objective au sein de l'association. Installer je reviens, pardon, je me suis trompée de slide. Installer le salarié dans ses fonctions, eh bien, c'est aussi évaluer le salarié. Vous voyez, hein, dans mes propos il y a 2 minutes, je parlais d'évaluation. Eh bien, l'évaluation, elle passe aussi par des entretiens obligatoires. On a l'entretien professionnel, qui est un entretien obligatoire tous les 2 ans. Cet entretien qui est obligatoire tous les 2 ans, il permet, comme je le disais il y a 2 minutes, hein, sur l'évolution, les perspectives de carrière, sur le changement de catégorie, etc., eh bien, ça permet des perspectives d'évolution professionnelle, de mise en place de plans de formation, de parcours de formation, de changement de poste, de promotion, etc. Et ça permet surtout d'identifier les besoins en formation. Et puis, ça permet surtout de définir les dispositifs sur lesquels on va aller chercher ces perspectives d'évolution professionnelle. Donc, ça peut être le CPF, hein, tout le monde en a entendu parler. Alors, un jeune qui démarre son activité professionnelle, il n'aura pas suffisamment de CPF pour en bénéficier, mais au bout de 2 ans, on commence à acquérir de l'argent sur son CPF pour pouvoir financer des formations. L'employeur peut abonder sur le compte personnel de formation du salarié pour permettre au salarié d'utiliser une partie de son compte personnel et une partie de l'abondement du salarié, de l'employeur, pardon. Et on peut aller évidemment chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, rappelez-vous, on cotise un OPCO de branche qui est l'AFDAS, on fait une demande de prise en charge à l'AFDAS et on vérifie au sein de l'AFDAS si on a la capacité financière à financer ou à cofinancer en fonction du dispositif sur lequel le salarié aura émargé sur son évolution de carrière. On peut aussi mettre en place de la VAE pour des salariés un peu plus expérimentés qui auront mis en place des compétences sur ces 2 dernières années, voire dans d'autres fonctions. Eh bien, on peut l'accompagner sur de la VAE. Tout ça, c'est tous les 2 ans. Donc, on a, alors je vous le mettrai aussi au même titre que le livret d'accueil, on a des modèles d'entretien professionnel qu'on vous joindra sur le site. Bruno, tu pourras l'intégrer aussi. Ah, On a aussi l'obligation de faire un état des lieux tous les 6 ans. C'est un état des lieux du récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Donc, tous les 2 ans et au bout de 6 ans, on fait un état récapitulatif. Ça permet de voir l'évolution professionnelle qui a été mise en place. Peut-être qu'il y a des associations, il y a des salariés qui n'ont pas réussi à être dans des perspectives d'évolution professionnelle. Ben là, l'avantage de ce récapitulatif, de ces entretiens pro qu'on a menés tous les 2 ans à 6 ans, eh bien voilà, de faire un état des lieux, de rendre un compte-rendu écrit qu'on va remettre aux salariés et qui permet, de par des engagements réciproques, eh bien, de définir un plan de carrière, de définir une évolution professionnelle, voire de changer de poste, etc. C'est vraiment intéressant cet état des lieux à 6 ans. Et puis, on a un autre entretien professionnel. Alors, pour ceux qui accueillent souvent des jeunes, on est loin des 45 ans de l'entretien professionnel de seconde partie de carrière, mais sachez-le, si vous avez un salarié à 45 ans, vous êtes tenu aussi de mettre en place un entretien professionnel de seconde partie de carrière. Donc, tout ce qui est en bleu sur votre écran, c'est des liens hypertextes. Vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène sur des sites dédiés à comment je mets en place mon entretien avec des modèles. Mais je vous joindrai un modèle un peu plus digeste et un peu plus facile à mettre en œuvre avec un modèle Word. Voilà sur la partie entretien. Alors, on pourrait rajouter un entretien tous les ans, un entretien de définition des objectifs. Il y a des associations qui le font. Je vous ai tout à l'heure parlé du projet associatif, de la présentation du projet, etc. On est hors champ des perspectives d'évolution professionnelle. On est hors évolution du plan de carrière. Là, on est vraiment sur j'ai pris mon poste,
J'ai eu des objectifs qui ont été définis dans le cadre d'un plan d'action, dans le cadre d'une mission qu'on m'a confiée. Je sais pas moi, la mise en place d'une nouvelle section, loisirs, pour des publics seniors, par exemple, je dis n'importe quoi. Eh bien, au bout d'un an, on va faire une évaluation qui va permettre de reprendre les objectifs qu'on s'est fixés et de voir si ça a marché, si ça n'a pas marché, pourquoi, et cetera, et de redéfinir des objectifs. Ça a aussi du sens, parce que parfois, voilà, on dit: «Mais ça n'a pas marché». OK, d'accord. Pourquoi ça n'a pas marché? Faire une évaluation, c'est aussi intéressant de le faire avec le salarié et là aussi, on a des modèles d'entretien, d'objectifs qui peuvent vous permettre, en tous les cas, voilà, de manager, vos salariés. Ce qui est facultatif, comme je le disais, c'est l'entretien d'évaluation tous les ans. Comme je viens de vous le dire à l'instant, hein, les étapes des objectifs. Il est facultatif. Moi, je le préconise. Moi, je le préconise parce que ça permet comme ça de faire, voilà, de faire aussi un point, pas que sur les objectifs, mais aussi d'apprécier les aptitudes professionnelles des salariés. Vous verrez, tout à l'heure, on va vous présenter un kit d'intégration qu'on va vous remettre, qui est un kit permettant aussi d'apprécier ce que vous attendez du salarié à sa prise de poste et pendant son activité professionnelle. Eh bien, de l'analyser à sa prise de poste et de l'analyser au bout d'un an, ça permet de savoir si le salarié il est toujours en adéquation avec ce qu'il a été à sa prise de poste. Est-ce qu'il a changé? S'il s'est amélioré, s'il s'est bonifié, c'est qu'il va bien dans son poste, etc. Et si par contre, à l'inverse, on est sur des attitudes professionnelles un peu en deçà de ce qu'il avait à sa prise de poste, de la ponctualité, de l'assiduité, de la motivation, etc., ben, ça peut montrer qu'il ne se sent peut-être pas bien sur sa prise de poste, son projet est peut-être pas clairement défini, ses objectifs sont peut-être pas clairement définis, etc. Donc, ça permet quand même de faire un état des lieux, d'évaluer et puis de remodifier les objectifs et du coup de réimpulser une dynamique. Voilà, donc pour l'entretien d'évaluation tous les ans, une grille d'appréciation vous sera fournie. Et puis, vous avez des conseils sur ces entretiens. Les conseils, c'est ce qu'on appelle le dialogue social, hein, ni plus ni moins. C'est d'établir un dialogue aussi avec le salarié, voilà, pourquoi pas, de prendre régulièrement des temps avec le salarié sur l'intégralité de sa qualité de vie au travail, sur ses questions. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes sociaux, professionnels et autres? Donc, ça permet aussi de rendre la qualité facile, mais aussi à l'employeur de pouvoir réguler s'il y a besoin de réguler. Et puis, pour finir, ces entretiens, ils permettent aussi, évidemment, de déterminer des actions de progrès à la fois pour le salarié, mais pour l'association. Et puis, ça permet surtout, ça définit le plan de développement des compétences et tout ça doit se formaliser par écrit, bien entendu, puisque c'est des documents obligatoires qui doivent être signés à la fois par l'employeur et à la fois par le salarié qui doit approuver l'entretien sur lequel on aura défini soit l'évolution de ses compétences, soit la définition de ses objectifs. Donc, pour relater ce que je viens de dire, l'intégration du salarié, elle passe évidemment par la présentation du salarié, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, par un accompagnement au quotidien. Donc, je vous ai parlé de tutorat. On pourrait même faire un webinaire spécifique accompagnement avec c'est quoi le tutorat, la formation du tuteur, comment on tuteur le salarié, etc. Enfin, dans le kit d'intégration, vous verrez, il y a tout un tas d'éléments sur le tutorat, comment accueillir, comment évaluer, comment accompagner. Mais en tous les cas, je pense que c'est un incontournable accompagnement. Si vous n'avez pas bien formaliser sa présentation, son intégration, vous ne pourrez pas bien accompagner. Il faut savoir aussi valoriser. Souvent, on a tendance à dire quand ça va mal. Eh bien, c'est bien aussi parfois de dire quand ça va bien avec le salarié. Donc, c'est pour ça que les entretiens réguliers, la valorisation, elle passe aussi par je suis content de ton travail, c'est tout bête, mais on a aussi beaucoup de salariés qui nous disent on nous dit toujours quand ça va mal, mais on ne nous dit jamais quand ça va bien. Donc, la valorisation, elle est aussi importante. La compréhension, bien entendu, d'écouter
c'est de la communication, hein, mais de comprendre, c'est aussi d'écouter. Donc, prendre le temps de communiquer avec son salarié, avoir des sas de communication pour comprendre. Et le feedback, ça sert à ça, c'est-à-dire, OK, on reformule, on prend le temps, on se fait un brainstorming, et puis ça nous permet… Oui? Non, c'est rien. C'est quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Ah, Non, pardon, ça permet le feedback et ce temps de brainstorming, eh bien de remettre les actions au cœur du projet, de reformaliser peut-être la fiche de poste qui est peut-être pas en adéquation, etc., etc. Tout ça, ça s'appelle la pédagogie, d'où l'intérêt aussi de former le tuteur, de l'accompagner aussi avant d'accompagner le salarié. Il faut que le tuteur soit aussi, lui, formé à être tuteur. Donc, c'est aussi une forme de pédagogie d'être là pour le salarié. Et bien entendu, tout ça, ça passe par des temps d'explication, des temps de formalisation, des temps d'accompagnement du salarié. Donc voilà, on a essayé autour d'une dizaine de pages, voire peut-être un peu plus, je ne sais plus combien, tout petit peu plus, mais on est un peu arrivé plus. à un bon timing, à un bon contenu. Donc, on Voilà. arrive presque au bout, Svetlana, de l'horaire. Ah, On respectait notre temps, eh si bien, tu le c'est permets. parfait. J'ai terminé. Bien sûr. Merci à toi, merci beaucoup. Donc, on a bien retenu les éléments. Donc, vous avez différents éléments au fil. Comme on est quelques-uns, donc on vous propose, comme si vous le souhaitez, de pouvoir prendre la parole. Alors, on va essayer de le faire poliment et calmement pour qu'on puisse tous nous entendre. S'il y a des questions, on en profite avant de terminer. Et vous avez des questions avec des réponses qui ont été mises au fur et à mesure dans le fil de Oui. conversation. Et puis, Voilà, avec on vous écoute. S'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole, allez-y. Vous avez éventuellement quelques questions, profitez-en. Alors, s'il y a des questions écrites, hein, vous pouvez les lire. Elles ont été lues et transmises et Oui. répondues. La plupart. D'accord, Voilà. très On bien. n'a pas eu de questions, Svetlana, tu as été vraiment très claire. Donc, Merci, Isabelle. On laisse la parole ce petit moment pour que vous puissiez éventuellement, s'il y a quelques échanges. Voilà, C'est- il y a juste voilà, le livret d'accueil qu'il faudra qu'on intègre, qu'on n'avait Ça pas sera fait. intégré. Et Tous puis, les éléments, de toute façon, comme ça a été dit dans le fil de conversation, vous les retrouverez dans le site de la conférence régionale du sport, dont le lien a été transmis plusieurs fois. Il y a une page dédiée avec les replays et les documents en ressources. Donc, on essaie de mettre ça le plus vite possible pour que vous puissiez en profiter. Voilà, s'il y a une petite question, un petit élément, n'hésitez pas. On a une main levée. Alors, ah, par contre, je suis désolée, c'est LNF Allez-y. 2020, donc je ne sais pas qui se cache derrière. Française du je hockey sur laisse. glace, je vois. Je laisse. C'est Allez, Jacques Vétréno de la Fédération de hockey sur glace. Je pensais avoir décrit mon nom. Non, tout simplement pour vous remercier. Ce que j'ai noté, c'est le livret d'accueil parce que je pense Oui, qu'on néglige souvent, ça prend du temps et c'est important. c'est En vrai. un, en deux, je le connecte au projet associatif. Alors, c'est un peu pour rappeler, mais en même temps pour faire le lien avec notamment les gens qu'on a en formation. C'est-à-dire, en fait, l'intérêt pour nous, enfin, je pense pour beaucoup de fédérations, c'est de créer du lien entre les études que font les stagiaires, l'activité réelle au sein de l'association, les tuteurs qui sont des professionnels, mais qui ne sont pas pros du tutorat. Donc, Ah, rappeler le fait que c'est important de les accompagner aussi. Et puis, j'ai noté, parce qu'on renverra bien sûr l'information à nos dirigeants sur le côté facultatif des entretiens 1 an, mais la mm. nécessité. Alors, ça va, c'est le sens, hein, ça fait sens, mais voilà, c'est bien de le rappeler en tout cas. Donc, merci pour l'intervention. Ben, merci à vous. Non, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la question de l'entretien. Alors, je reviens sur le tutorat, mais je reviendrai sur la question de l'entretien. Former des tuteurs, c'est vraiment important parce que ça passe aussi par la manière dont ils accompagnent et dont ils tutorent. Ça permet aussi d'avoir une pédagogie assez simple. Mais l'entretien 1 an, ça permet aussi de faire le lien sur la définition des objectifs et le lien avec votre projet associatif. Donc, merci pour votre intervention. Merci. merci, c'était très clair. Et effectivement, il y aura dans le prochain webinaire un travail plus spécifique sur la gestion de l'RH au quotidien. Les sujets, on a bien compris, Svetlana, de travailler sur la formation des tuteurs et l'encadrement, on l'a bien noté. De toute façon, ça fait partie aussi de l'enrichissement de nos webinaires. Sauf erreur, je vois pas de main levée, ni de prise de parole, non. ni de questions supplémentaires. Donc, ce que je vous propose, nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé, d'avoir suivi assez nombreux cette fois-ci notre intervention. Merci à Svetlana, bien Merci. entendu. Et puis, on va vous laisser quitter la salle de réunion, juste garder les intervenants quelques instants et couper l'enregistrement. Et merci encore de votre participation.